C'était important en pratique médicale omnipraticienne. Parce qu'une vision double, c'est toujours une urgence. C'est une urgence fonctionnelle pour le patient, toujours, et presque toujours une urgence vitale. Il faut savoir donc faire la part des choses, parce que la diplopie relève de plusieurs étiologies. Elle peut être locale, elle peut être donc locale intraoculaire, elle peut être locale intraorbitaire, elle peut être générale, c'est-à-dire la conséquence d'une pathologie générale ou surtout plus grave d'une pathologie intracrânienne. La diplopie, elle peut être, d'abord, il faut différencier une vision double, les deux yeux ouverts, c'est différent d'une vision double qui ne concerne qu'un seul œil. Alors pour une vision double, c'est simple, si vous fermez binoculaire un œil, il n'y a pas de diplopie, que ce soit l'œil droit ou l'œil gauche, mais il arrive souvent que la vision est double, mais le problème ne siège qu'au niveau d'un seul œil, et c'est donc la diplopie monoculaire. Quelles sont les causes des diplopies monoculaires? C'est les subluxations du cristallin, c'est les plus fréquentes. C'est aussi à l'occasion d'un traumatisme, des déchirures iriennes qui voient double. Il y a d'autres causes, mais qui sont secondaires. La diplopie binoculaire, elle peut siéger, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'orbite. Au niveau de l'orbite, c'est le plus souvent des déficits oculomoteurs, c'est-à-dire que ce ne sont pas des paralysies, c'est le muscle qui est gêné dans son mouvement, qui est pathologique atteint, ou c'est la jonction neuromusculaire. Ça ne fait pas intervenir le cerveau, et c'est en général moins grave, le pronostic vital n'est pas immédiatement mis en jeu. Alors pour les maladies musculaires, vous avez les fortes myopies, ont souvent des myosites. Je vais vous montrer quelques photos tout à l'heure. La maladie de Basedow peut aussi entraîner donc, ces déficits oculomoteurs. Les maladies de la jonction neuromusculaire, comme la myasthénie, qui, vous savez, c'est 4 stades, et le stade 1, dit de Serman, elle ne concerne que le bloc oculomoteur exclusivement. Tous les autres muscles ne sont pas atteints. Il peut y avoir un processus intraorbitaire tumoral qui peut gêner donc, le muscle, et nous avons cette diplopie. Tout cela ne met pas en cause le pronostic vital de façon immédiate. Cette diplopie binoculaire, elle peut relever de causes intracrâniennes, et une paralysie est vraiment dite oculomotrice, c'est l'atteinte d'une nerf oculomoteur, on les a rappelés tout à l'heure, depuis son origine, au niveau du tronc cérébral, jusqu'à la jonction neuromusculaire au niveau du muscle auquel elle est destinée. Donc ces atteintes dites centrales, elles sont graves et relèvent d'une double urgence fonctionnelle, parce que quand on voit double, c'est très grave pour le malade, mais vitale parce qu'elle peut être la conséquence d'un anévrisme intracrânien qui peut rompre à tout moment si on ne fait pas les choses de façon assez vite. Alors ça, c'est juste pour vous dire que j'ai eu à présenter ce type de travail à plusieurs reprises, à Paris, à Tunis, au Maroc, et que je vais passer très rapidement sur les processus anatomiques qui ont été relativement bien décrits tout à l'heure, quoiqu'on ne peut pas tout dire
en quelques minutes, puisqu'on ne m'a affecté que 10 minutes, alors je vais essayer d'aller très rapidement. Regardez bien cette diapo, vous avez l'orbite, vous avez les muscles, vous avez le trajet des principaux nerfs, donc tout ce qui est orbitaire, ça n'engage pas le pronostic vital de façon immédiate. Tout ce qui est endocrinien et extra-orbitaire peut mettre en jeu de façon très rapide le pronostic vital. Je ne vais pas rentrer dans les détails des lois de Sherrington et des lois de Hering, qui sont assez complexes. Et voici quelques photos. Vous voyez celle de gauche, c'est une paralysie oculomotrice. Vous voyez que l'œil droit ne monte pas. Ce n'est pas une paralysie oculomotrice acquise, parce que là aussi il faut faire la différence entre ce qui est acquis, ce qui est congénital, ce qui est traumatique et ce qui ne l'est pas. Ici c'est traumatique, à gauche c'est une paralysie du 3 avec subptosis, c'est aussi congénital, là ça n'évolue pas, il n'y a aucun risque pour le pronostic vital. Ici c'est des cas très rares de myopathie qui sont assez rares, je ne vais pas rentrer dans les détails. À gauche, c'est une mitochondriopathie, c'est des maladies qui sont assez rares. Donc, à droite, pardon, et à gauche, c'est plutôt une myasthénie. Vous voyez, là, ça aussi, c'est des mitochondriopathies à gauche et tout à fait à droite, pardon, et à gauche en bas, une maladie de base d'eau en haut dans une stade évolué qui ont des diplopies, ça aussi, donc c'est pas très. Ça, c'est une paralysie oculomotrice qui est acquise, et ça aussi, à gauche, c'est une diabétique, à droite, c'est un cancer du cavum qui a commencé par toucher le 6, puis le 3, puis le 4, et puis les autres oculomoteurs. Je l'ai suivi personnellement pendant près de 30 ans, et il a fini par une paralysie de l'ensemble des nerfs crâniens et est décédé à la suite de cela. Ça aussi, vous voyez en bas, c'est une double paralysie, mais elle n'est pas du tout inquiétante. Ici, quelques cas d'étiologie liée à des paralysies. Et le scanner de gauche, il est très ancien, c'est un kystidatique, on n'en voit plus, ce qui quand même témoigne. Ici, c'est un crânio-pharyngiome kystique et une tumeur solide. Voici les fistules. Ici, une fistule carotide-caverneuse qui peut rompre à tout moment. C'est un malade que j'ai vu et qui est décédé assez rapidement. Vous voyez, ici, c'est une forte myopie. Vous dites ça, c'est une paralysie, mais en fait, c'est une pure pathologie musculaire. Il faut toujours demander aux patients est-ce qu'ils portent des lunettes. Vous voyez que cette femme-là, elle a été opérée, on a touché les deux muscles et actuellement, elle est très bien. Je dis ceci parce que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Alors, une diplopie n'est pas toujours la conséquence d'une paralysie oculomotrice. Une paralysie oculomotrice, c'est une atteinte du nerf oculomoteur en un point quelconque de son trajet, depuis son origine jusqu'à sa distribution aux muscles auxquels il est destiné. Les atteintes musculaires ne sont pas des paralysies, c'est des déficits oculomoteurs. Entre le muscle et le nerf et la jonction neuromusculaire, ce n'est pas une vraie paralysie oculomotrice, c'est tout simplement une maladie de la jonction musculaire. La plus importante, c'est la myasthénie, et elle est assez fréquente chez nous. Il faut savoir la détecter. Voici donc alors la fréquence de paralysie oculomotrice. En milieu neuro-ophtalmologique, à ma consultation, je voyais pratiquement un malade par jour, mais en milieu ophtalmologique, il y a à peu près un malade tous les 15 jours. Alors, une paralysie oculomotrice, lorsqu'elle fait partie d'un tableau clinique plus large et plus varié, sa valeur diagnostique est faible, mais des fois, il n'y a que la diplopie, que la paralysie oculomotrice qui amène le patient à consulter. Elles sont dites paralysies oculomotrices isolées, mais en fait, elles sont isolées seulement en apparence. Là, la valeur diagnostique est grande et le médecin, qu'il soit généraliste ou ophtalmologique, en fait, constitue le pilier de la chaîne diagnostique. Voilà, dans la vraie vie, je vous ramène quelques cas d'une sélection arbitraire de 279 dossiers avec une critérologie particulière.
L'ophtalmo était le premier interlocuteur médical du patient. Il s'agit donc d'une paralysie oculomotrice isolée, acquise, non traumatique, puisque nous avons. Alors c'est juste pour que vous donniez une idée sur la fréquence des pathologies à l'origine d'une paralysie oculomotrice. Vous voyez que bon, d'abord, dans la forme, ces paralysies isolées représentent seulement 6% des cas. L'âge moyen, c'est 51 ans. Il y a un peu plus d'hommes que de femmes. Les paralysies du 6 représentent la moitié des cas. Le 3, 34%. Vous voyez que le 4, c'est seulement 8%. Mais en fait, on ne le diagnostique pas toujours au bon moment et pas souvent inaperçu, parce qu'elle ne se manifeste que lorsqu'on monte des escaliers ou lorsqu'on lit. Et comme il y a encore 2 millions d'analphabètes, malheureusement chez nous, ça ne passe pas. Mais vous voyez que pour les étiologies, c'est le diabète. Donc devant une paralysie oculomotrice isolée, le bonhomme vient tout seul chez vous, il déclare sa diplopie, vous voyez qu'il y a un 3 ou un 6 qui est atteint. Il faut toujours penser au diabète, surtout le diabète non équilibré, c'est-à-dire avec une hémoglobine glyquée qui est supérieure à 7. Il y a aussi des tumeurs, comme je dis, c'est pour ça que c'est une urgence double. Les processus expansifs représentent 12% des cas. Il y a une maladie qui n'est pas connue, mais qui est d'origine inflammatoire, qu'on appelle syndrome de Tolosa-Hunt, qui représente quand même 10% des cas chez nous, la sclérose en plaques, la maladie de Besset, la migraine ophtalmoplégique et d'autres causes indéterminées. Vous voyez, quelques mots sur la paralysie du 3 diabétique. Vous voyez, il y a 166 cas, cette patiente-là. C'est une affection qui est connue depuis plus d'un siècle. Il s'agit presque toujours de diabète de type 2 mal équilibré chez des personnes de plus de 50 ans. Lorsqu'il y a une rétinopathie associée, il faut savoir penser au diabète et au plan physiopathologique. C'est une micro-angiopathie des vasa nervorum. C'est comme la rétinopathie diabétique, c'est une micro-angiopathie. Donc c'est le même type, ça, nous les avons déjà donné. Alors pour le syndrome de Tolosa-Hunt, ceux qui ne le connaissent pas, M. Tolosa, c'est un neurochirurgien espagnol. Il avait reçu en consultation un patient qui avait une paralysie du 3, c'était en 1958, vous n'étiez pas encore né, et c'était une paralysie récidivante. Il avait fait, à l'époque, les radios disponibles, c'était l'angiographie. Il avait fait donc une angiographie. Il a trouvé que la carotide intracaverneuse était rétrécie. Et donc, par raisonnement, donc, il y avait un processus compressif qui faisait que cette lumière de la carotide intracarotidienne était dans le sinus caverneux intracaverneuse était limitée. Il a donc décidé d'opérer le malade et le malade est mort sur la table. Mais il a eu donc la gentillesse ou l'intelligence de publier ce cas, mais avant de le publier, il a fait une étude anatomopathologique de l'origine du 3 jusqu'à sa distribution dans l'orbite. Il a trouvé que le sinus caverneux était le siège d'un processus inflammatoire très important qui englobait donc la carotide intracaverneuse et qui était donc expliqué la réduction de la lumière intracaverneuse, et qui n'avait pas du tout de tumeur, alors qu'il pensait que c'était une tumeur, et il a publié ça. Quelques années après, M. Hunt, en 1966, qui lui est ophtalmologiste, il a dit il avait 6 cas. Il a dit, puisque M. Hunt, M. Tolosa, il a dit que c'était inflammatoire, ces malades, je vais les mettre sous corticoïdes. Il les a mis sous corticoïdes et ça a marché. Et quelques années plus tard, Smith et Texdal et Salomès en 1981, ils ont fait donc une étude assez intéressante sur cette pathologie-là. Et depuis 1981, donc il a droit de citer. Il est relativement méconnu, mais il faut savoir, lorsqu'elle est isolée, une paralysie isolée, douloureuse, avec un bilan tout à fait normal, avec juste une petite sédimentation discrètement élevée, une corticothérapie administrée à dose indiquée, enfin
qu'il faut, bon maintenant, bon avant c'était 1 mg kilo jour pendant plusieurs jours, maintenant donc il y a en intraveineux, 3 jours, plus 11-15 jusqu'à 11-15 jours, ça va très bien. Et au bout de 2 semaines à 9 semaines, tout rentre dans l'ordre absolument. Donc il faut y penser et que c'est une maladie qui ne relève pas du mythe, qui est une réalité et qui est souvent fréquente chez nous. Donc voici un patient que j'ai personnellement vu. Vous voyez là où il y a la flèche rouge. C'est un petit peu dans le sinus caverneux avec un processus inflammatoire. Vous voyez là, à la fin, sa barbe elle a un peu grandi. Ici, c'était déjà plusieurs jours de corticothérapie. Tout est absolument rentré dans l'ordre. Il faut aussi penser à la sclérose en plaques. Bon, ça, elle est bien connue. Elle est aussi source de paralysie oculomotrice absolument isolée. Tous les autres examens sont normaux, sauf si vous faites une bonne IRM. Et là, vous pouvez le noter. Il y a aussi la maladie de B7 qui est assez fréquente chez nous. Là aussi, donc, c'est une aphthose bipolaire. Il faut savoir la rechercher. Donc, en commentaire, on peut dire qu'il y a une nette prépondérance diabétique dans les paralysies oculomotrices isolées, c'est-à-dire celles qui viennent directement chez le médecin généraliste ou chez l'ophtalmologiste omnipraticien, parce que par ailleurs, ils n'ont pas d'autres déficits, d'autres graves problèmes. Et il faut savoir que chez nous, personnellement, j'ai eu au moins, surtout dans les années 90, plus de 10% des paralysies oculomotrices étaient révélatrices du diabète, c'est-à-dire parce qu'ils ont fait cette paralysie, qu'ils ont consulté et on a fait un bilan et on s'est rendu compte qu'ils étaient diabétiques. Aussi, elle peut être révélatrice d'un processus expansif intracrânien. Là, il faut toujours faire attention aux douleurs et aux céphalées en général et la fréquence relative du syndrome Trorzheim qui représente 10% des cas. Alors, pour la CP, la maladie de B7, vous savez qu'il y a un gradient de fréquence nord-sud pour l'une, sud-nord pour l'autre, et qu'à un moment donné, il y a un croisement. C'est anormal que la CEP soit plus fréquente au nord qu'au sud, et que la maladie de B7 soit plus fréquente au sud qu'au nord. Ce sont des pathologies dont on ne connaît pas très bien l'éthiopathogénie, et que des fois, il m'est arrivé de retrouver un patient, si on applique la critérologie diagnostique de la sclérose en plaques. Vous dites c'est une sclérose en plaques, mais si vous appliquez la critérologie diagnostique de la maladie de B7, vous dites que c'est une maladie de B7. C'est la recherche qui le déterminera. Et je profite pour saluer la naissance de l'école d'ophtalmologie de Sétif et de son premier responsable, le professeur Khiyar. Juste un mot sur les paralysies du 3 pour rappeler que les fibres pupillaires, pupillomotrices, les fibres motrices sont centrales et les fibres périphériques, c'est des fibres pupillaires. Donc s'il y a un processus expansif de type anévrésimal ou tumoral qui comprime le fibre optique, qui comprime le 3, et qui entraîne donc une paralysie des fibres motrices qui sont centrales, il entraînera obligatoirement un trouble de la pupille et il faut savoir examiner la pupille, prendre le temps de regarder cette pupille et si vous avez les deux pupilles qui sont isocores, même dimension, même réaction à un stimulus lumineux ou à une vision de près, c'est ce qu'on appelle l'épargne pupillaire réelle, vous pouvez déjà rassurer le malade et vous dites qu'il n'y a pas de processus compressif, tumoral ou anévrésimal, qu'il s'agit beaucoup plus d'un processus inflammatoire ou pathologique. Mais par contre, si vous remarquez une toute petite différence entre les deux pupilles, ne gardez pas le malade, envoyez-le directement en neurologie, c'est à eux de se prononcer, sinon sur le plan médico-légal, vous risquez assez, pour ne pas dire gros. Ce que j'ai remarqué aussi au bout d'une trentaine d'années d'exercice, c'est qu'une paralysie isolée du 4 n'est pas du tout, ne relève pas du tout d'une étiologie tumorale. Elle est presque toujours inflammatoire ou diabétique. Une paralysie du 4 isolée liée à un processus tumoral, personnellement, je n'en ai jamais trouvé. Je dis tout ceci pour savoir
pratiquer ou penser à une modulation des demandes d'examen complémentaires. Il y a donc une certaine fréquence de paralysie oculomotrice isolée qu'il faut connaître, que l'ophtalmologiste et le médecin généraliste peuvent être le premier interlocuteur médical du patient, que cette paralysie peut être révélatrice d'un processus ischémique type diabète ou inflammatoire type sclérose en plaques ou expansif, anévrismal ou tumoral, et savoir toujours devant une paralysie du 3, regarder les deux pupilles en lumière du jour, en vision de près, et si elles réagissent de façon identique, vous pouvez déjà calmer le malade, le tranquilliser avant de penser à des examens lourds et surtout chers que le patient ne peut pas toujours payer, mais il ne faut jamais négliger l'imagerie, la neuroimagerie. Je vous remercie.